Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en contrebas. Je suis Guillaume Ribes, psychopraticien, spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Dans cet épisode, nous plongerons dans l'univers captivant des récits contemporains, leur évolution par rapport aux mythes antiques et leur impact sur notre société moderne. Le mythe moderne, mais aussi ses origines, son importance et les défis auxquels il est confronté dans un monde dominé par la technologie et la consommation de masse. Enfin, nous nous pencherons sur la question suivante. Comment les mythes continuent d'influencer notre quotidien malgré les changements rapides de notre société? Avant de nous aventurer sur les terres contemporaines, il serait d'abord bon de rappeler à tous ce que c'est qu'un mythe, son emploi, son utilité, son importance. Le mythe, et je vais citer un autre de mes podcasts, le mythe est un récit mettant en scène des personnages fictifs, aux traits anthropomorphiques, c'est-à-dire humains, dans une immense majorité des cas, effectuant des actions, traversant des épreuves, subissant des châtiments, auxquels les êtres humains pourront s'identifier. Si on les compare aux contes classiques, qui n'ont souvent pour eux, au mieux, qu'une morale pouvant être généralisée, la particularité des mythes réside dans leur composante allégorique, ce qui veut dire qu'ils peuvent être compris au premier degré, littéralement, comme au second, celui de la métaphore et du symbole. Alors, il est délicat d'estimer avec précision quand survinrent les premiers mythes adoptant peu ou prou la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Les mythologues et archéologues font remonter les premiers récits aboutis aux dernières heures du Paléolithique moyen, il y a près de 60 000 ans. Cette estimation est bien entendu approximative, mais les conclusions récentes de plusieurs équipes de recherche pointent en ce sens. Naturellement, cela peut porter à rire si l'on considère la date à laquelle a été inventée l'écriture, c'est-à-dire moins 3500 avant Jésus-Christ, ou l'époque de la Grèce antique aux alentours de moins 500 avant Jésus-Christ. Ce qui est important à considérer, c'est qu'en regard des périodes évoquées, les mythes helléniques et leurs variantes romaines sont déjà bien plus contemporains qu'on pourrait le croire. Comble du comble, à l'heure d'Internet et de l'information globalisée, il est plus que délicat pour le premier venu de citer un mythe contemporain. Par cela, j'entends un mythe datant des 100 à 200 dernières années. Pourquoi ? Nous y viendrons un peu plus en détail, mais cela tient essentiellement au fait que le mythe a quitté la sphère spirituelle qui, jusqu'à il y a peu, tenait la science sous sa bride. Ainsi, et on se référera à mon podcast sur l'homme et ses mythes, les mythes de création, les mythes divins, les mythes de transformation perdirent de leur superbe pour peu à peu ne laisser sous les feux des projecteurs que les mythes personnels, aujourd'hui devenus indispensables à la moindre stratégie marketing ou de storytelling. Mieux ou pire, c'est selon, les entités morales s'y sont lancées sans retenue et les empires commerciaux contemporains sont nés. Cela tient à peu. 4 mots parfois. L'exemple le plus fréquent, de père en fils. S'il s'agit dans l'esprit de chacun plus d'une tradition familiale que d'autre chose, il ne faut pas s'y tromper. Même naïve, pour ceux y ayant recours, la filiation a cette dimension mythique, héroïque, qui donne, de facto, au dernier né d'une dynastie la légitimité des aïeux, et plus encore, puisqu'il sera récipiendaire de la projection du sacrifice qu'on l'estime avoir eu à faire. L'entreprise familiale, la dignité, l'honneur, toutes ces valeurs morales qu'on a justement apprises dans les contes, sont les variables les plus proches, structurellement, des mythes de nos origines. Fini donc les mythes fondateurs. Avec le prosélytisme religieux effectué ces derniers siècles, on avait déjà en Occident réduit le nombre de versions de la création à une seule et unique, l'Ancien Testament. Mais la chute de la pratique religieuse alliée aux découvertes scientifiques a achevé de nous déconnecter de notre expérience mythique primordiale. Et le mythe, immortel mais défait, dut trouver refuge dans le seul médium pouvant encore lui permettre de s'exprimer, l'art. Mieux que rien, indubitablement, mais tout de même. Quand on est le mythe à l'art, c'est pour l'observateur contemporain, saturé de contenu de divertissement, rendre le mythe périssable, anecdotique,
l'emprisonner dans un cadre se voulant universel, mais dont l'impact est tout au mieux dérisoire. Pourquoi ? Eh bien, cela tient au fait que le mythe ne se vit plus. Il a perdu sa connexion au réel et est devenu une recette à exploiter en changeant quelques ingrédients. Ainsi va le monde de la fiction. Un flic et un voleur, un flic et un journaliste, un flic et un auteur, un flic et un médium, un flic et un mathématicien. Je continue. Cependant, attention, je ne critique en rien la chose. Ma formation initiale est cinématographique et je comprends parfaitement les processus menant au besoin de constamment réactualiser les recettes passées. Mais cela n'enlève rien au fait que le mythe s'y cachant est passé au second plan, devenant excuse. Excuse, pas même objet de consommation. Excuse à la belle gueule de l'acteur principal, aux courbes de sel qu'il mettra dans son lit, aux phrasés atypiques de son acolyte de couleur et aux effets pyrotechniques de quelques voitures explosant au ralenti. Certains me diront et la littérature. La littérature est aujourd'hui aussi devenue objet de consommation. Les grandes œuvres se comptent chaque année sur les doigts d'une main. Et même si les critiques redoublent d'efforts à chaque rentrée littéraire pour nous faire croire à la naissance d'un nouveau génie, force est de constater que rares sont les écrits ambitieux qui résistent à l'épreuve du temps. Et quand je dis temps, ne nous abusons pas, on est loin des canons quantiques. Cela se compte simplement en mois. En fait, le monde d'aujourd'hui, en constante accélération, n'a plus le temps du mythe. Le temps d'écouter, de comprendre, de faire sien. Le temps de vivre le mythe comme il conviendrait de le faire pour qu'il apporte un réel changement à nos existences. Les séries remplacent peu à peu les films dans le cœur des cinéphiles, les histoires accessibles aux phrases courtes et chapitres de quelques lignes remplacent peu à peu la littérature d'autrefois, les bandes dessinées suivent des cures d'amaigrissement pour passer au format strip, les jeux vidéo, encore il y a quelques années moteurs en la matière, se cantonnent aujourd'hui pour la plupart au gameplay abrutissant et répétitif. Cela, c'est la conséquence du smartphone. Lire, jouer, consommer du divertissement entre deux. 2 arrêts de bus, réunions, plats, cours. S'occuper sans que rien ne reste, finalement. S'occuper pour ne pas rester seul avec soi-même. S'occuper, conjurer la peur du vide. S'occuper pour ne pas mourir un peu. Certains affirment que l'impossibilité d'engendrer de nouveaux mythes vient du fait que le nombre de situations dramatiques possibles est relativement restreint et que, depuis l'invention de l'écriture, les canons évoqués plus haut ont couvert ces champs de possibles depuis longtemps. Cela vaut la peine de s'y arrêter rapidement. Je vais vous parler des 36, les fameux 36. Selon les travaux de Georges Polti, il y aurait un nombre défini d'intrigues possibles, combinables jusqu'à un certain point certes, mais in fine, il n'en existerait que 36. Si je dis jusqu'à un certain point, c'est qu'il serait tout à fait possible de créer une galaxie de personnages déclinant ces thèmes à l'infini, mais on arriverait vite à une confusion totale avec une impossibilité pour le consommateur de s'y retrouver et de faire un choix parmi les arcs narratifs à suivre. Par exemple, venger un crime. Combien de mythes antiques ont recours à ce ressort dramatique ? Des dizaines, sans doute plus. Et c'est sans compter sur la nuance qu'est venger un proche, qui a elle aussi peut-être été illustrée par un nombre colossal d'exemples. Ainsi, le plus beau des livres ou des films contemporains, empruntant ce traitement, ne fera qu'occuper le champ jusqu'à la sortie du prochain qui, surenchère ou pas et à qualité d'écriture égale, le détrônera de par le seul fait qu'il sera plus récent. Le mythe contemporain est donc, selon cette théorie, condamné à l'éphémère, car on l'aura en pratique déjà entendu 1000 fois. Lorsqu'il s'agit du mythe, l'antique éclipse presque toujours systématiquement le présent. Cela s'explique très bien en peu de mots. Le mythe ancien était commun à tous, largement répandu et d'une certaine manière unique. J'entends par là, la concurrence qu'il rencontrait alors était pratiquement inexistante. Le mythe était en quelque sorte institutionnalisé, puisqu'il était le substrat de toute la communauté qu'il nourrissait.
Aujourd'hui réfugié dans l'art, le mythe est victime de l'explosion du contenu qu'il appuie. Les outils se démocratisant, les créatifs ont remplacé les artistes dans l'âme, et les commerciaux ainsi que les producteurs rentrant dans la danse ont en quelque sorte muselé la liberté d'interprétation artistique par un formatage implacable. Le temps des visionnaires n'est plus. Les maîtres de jadis créaient sans se rendre compte de la portée mythique, archétypale de leur œuvre. Aujourd'hui, on applique des recettes éprouvées à des idées devant faire mouche le premier week-end d'exploitation ou les 3 premières semaines de commercialisation. Du coup, il y a surenchère. Marché saturé, coût en augmentation. Si on crée facilement, donner corps à la création est une toute autre affaire. Encore une fois, trop de contenu. De contenu parmi lequel, en tant que consommateur, il faudra nécessairement choisir. Ainsi, il devient impossible pour un contenu, même de qualité, de devenir universel, cela prévenant toute création durable d'une légende s'approchant même un tant soit peu des mythes de jadis. Sans émulation, point de réaction, point d'adoption. Comme nous l'avons dit, plus rien ne passe le cap des quelques mois. Ce n'est pas à regret, c'est ainsi, et ne pouvait véritablement en être autrement. Le mythe, en tant que boussole de l'âme de nos contemporains, est mort. Il nous a précédés, et est aujourd'hui lui-même devenu mythe. Nous l'évoquions au début de podcast, la science a rendu le mythe vivant impossible. Pertinent aux heures où l'humanité ne parvenait encore à s'expliquer les mystères l'entourant, il s'est effondré lorsque la technologie a commencé à faire rêver. À quoi bon considérer les mythes nous exposant nos vertus lorsqu'une poignée d'écrous, un four, une courroie permettent plus que ce que ces littéralement histoires à dormir debout ont jamais promis? L'un n'empêche pas l'autre, pourrait-on dire, à raison, mais la chose ne s'est de toute évidence pas passée ainsi. Plus le temps, plus le temps, plus le temps. Mais la science a menti. Enfin, pas exactement. Disons plutôt, les espoirs que nous avions placés en la science, après quelques années d'euphorie, ont été déçus. La religion, incapable de s'adapter à temps aux changements extraordinaires survenus dans nos modes de vie depuis près de 2 siècles, la science ne nous ayant pas apporté le bonheur que nous attendions d'elle, nous observons aujourd'hui un retour en force des cultes martyrs et leurs mythes associés. Par la mouvance New Age, nous revenons à un paganisme pendant longtemps tombé dans l'oubli. Alors pourquoi ces cultes anciens? Eh bien, car ce sont les seuls que nous ayons trahis. La science ne nous a spirituellement rien apporté. Les grandes religions ont régné pendant des centaines d'années, écrasant de leur influence ce vers quoi on se porte aujourd'hui, et notre détresse contemporaine est pourtant bien réelle. Nous essayons donc ce à quoi nous n'avons pas encore donné de véritable chance. Chacun fait ainsi sa petite cuisine, New Old Age, puisque ce n'est que cela, dans son coin. Là encore, rien de condamnable, au contraire. Mais il est important de noter qu'en matière de mythe, on n'invente rien. On ressuscite, déterre le vieux pour y mettre un peu de vernis, mais rien n'est fondamentalement créé. Le mythe était une étape nécessaire jusqu'à ce que la civilisation s'en affranchisse. Obsolète en ce qui concerne la direction spirituelle à donner à la société, on ne peut pourtant pas faire sans. Ainsi, il véhicule encore nos valeurs et vertus par le médium de l'art ou le vecteur d'anciennes spiritualités remises au goût du jour, chacun reposant dans leur conception sur les mythes d'antan et leurs figures héroïques. Rien de nouveau, donc. Mais n'allons pas si vite. Il y a une poignée d'exceptions à cette règle, qui mérite mention puisqu'elle diffère sensiblement des mythes antiques. Il s'agit d'œuvres ayant marqué les esprits de leur temps, au point d'être couramment reprises et revisitées par d'autres auteurs qui s'inspirent de leurs trames pour développer leurs récits.
Ainsi, d'une manière ou d'une autre, tout le monde en a déjà entendu le thème, et le roman, la fable, le conte s'est naturellement mué en mythe moderne. Je parle de travaux comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Don Juan, Don Quichotte, Faust, Frankenstein. Curieusement, et la liste vous a peut-être mis la puce à l'oreille, il s'agit d'œuvres où le personnage principal est affecté par un trouble mental propre à notre société moderne. Plus de cosmogonie, de mythes fondateurs. On se concentre ici sur l'individu et ses arcanes. Arcanes, mis à mal par une société de mégapoles, étrangères au monde antique, dans lesquelles les êtres humains, pour survivre, développèrent de nouveaux mécanismes de défense, dégénérant avec le temps en pathologie. Nos mythes contemporains ne viendraient-ils que de notre incapacité à appréhender une réalité rendue par nos mains trop cruelle envers nous-mêmes? Il semblerait bien. C'est l'un des défis que l'humanité affrontera en ce XXIe siècle. Éviter une décadence de plus, psychique, celle-ci, menant, si rien n'est fait, l'homme de demain au délire qu'il projeta jadis en ces mots. De mot à mot, M-A-U-X, dira-t-on. Reste-t-il de l'espoir? Bon, toujours, mais d'où pourrait-il bien venir? L'espoir se trouve dans le besoin qu'aura notre civilisation future de renouer avec le mythe, dans une société post-contemporaine à nouveau basée sur l'interdépendance et organisée en groupes de densité inférieure aux grandes agglomérations actuelles. Le mythe reprendra sa place. Lorsque chacun aura un rôle et donc sa place propre et non anonyme, lorsqu'on se redonnera du sens au lieu de se le voir passivement imposé, le mythe reprendra sa place. Lorsque l'ancien monde ne sera plus pour nous synonyme de succès mais un modèle duquel s'écarter, le mythe reprendra sa place. Comment prendre en exemple les ancêtres qui nous auront mis dans la situation avec laquelle nous aurons quotidiennement affaire? N'aurons-nous pas besoin, enfants de demain, de les inventer, ces ancêtres, et d'en faire, au-delà des héros d'aujourd'hui au pouvoir démesuré, les co-instigateurs d'une réalité psychologiquement saine, supportable et harmonieuse? Il ne s'agit pas d'idéalisme fantaisiste, ni de régression sociale, de décroissance ou je ne sais quel autre épouvantail agité par les êtres terrifiés par le changement. Il s'agit de maturation, de faire passer l'humanité à un autre âge. Lors de mes consultations, je suis jour après jour confronté au désespoir de ceux qui ne trouvent plus de sens à leur existence, à notre monde, à notre mode de vie. Attention, il ne faudrait pas croire pour autant que le symptôme arrive seulement dans les dernières heures et qu'il reflète un état de désœuvrement de la personne désormais passive ou inactive dans une société prônant le travail comme seul et unique facteur d'accomplissement personnel. Non. Les personnes au crépuscule de leur vie sont simplement, c'est connu, plus honnêtes avec elles-mêmes, n'ayant plus besoin de se voiler la face pour continuer à courir vers l'incertain. En ça, elles devraient être entendues. Comme notre jeunesse qui souffre du désert de sens qu'il entrevoit, nos aînés sont les preuves vivantes que, malgré les mirages, peu le traversent encore, ce désert. Et qu'il est grand temps que cela change, car je ne crois pas que nous ayons encore le choix. Grandir, s'adapter aux besoins nés de notre hubris, ou lentement sombrer dans la décadence à l'échelle planétaire, comme tant de civilisations avant la nôtre. En définitive, le choix est déjà nôtre. Les signes sont là et il n'existe plus que les êtres encore possédés par l'archétype du guerrier pour maintenir que ce monde n'a de sens que s'il est compétitif. Les mêmes soutenant que la possession d'une voiture fait l'homme, que le diplôme fait tout, à moins que l'on se soit fait tout seul, qu'il n'existe qu'une façon d'approcher le succès, emprunter la voie qu'ils ont personnellement suivie. Que s'autodéfinir façonne la réalité de tous en dépit de la maturité émotionnelle et psychologique qu'on aura pu atteindre, souvent sans jamais s'arrêter pour se poser la question. Hélas, ces personnes sont encore une écrasante majorité, et la minorité qui émerge à sa marge est des plus disparates, désorganisées, doutant de sa voix.
Une minorité de magiciens, de conteurs à même de réenchanter nos vies en leur redonnant non du sens, mais la possibilité de celui-ci. Les guerriers archétypaux font de piètres narrateurs. Personne ne me contredira, mais ne nous formalisons pas, ils disparaîtront bientôt. Question de génération. Restera alors à prendre nos responsabilités, ouvrir les yeux sur ce que nous sommes devenus et choisir si oui ou non nous décidons d'en être fiers. Mais retour au mythe moderne, aux possibles qui l'attendent. Une page, au moins, reste à écrire. Aujourd'hui, on ne l'entreaperçoit que dans la littérature d'anticipation, et encore assez peu. L'anticipation. Cela pourra paraître paradoxal de concevoir un mythe en amont de l'expérience qui, jusqu'à présent, précédait le récit conté. Pourquoi ce genre en particulier ? Considéré comme une sous-catégorie de la science-fiction qui, pour beaucoup, se résume à Star, quelque chose, Trek ou Wars, ce sera au choix, un univers refuge pour les inadaptés et adolescents frustrés. Mais non. La science-fiction, la bonne, la visionnaire, est d'un tout autre acabit que les productions faciles où l'accent est mis sur le pathos et où l'on se contente de coller des noms qui en jettent toutes les deux lignes pour coller au cliché du genre. Non. La science-fiction et l'anticipation plus particulièrement ont encore des choses à dire. C'est elles qui poseront les bases du nouveau paradigme dans lequel l'humanité évoluera un jour. C'est elles qui dessineront le contour de valeurs à inventer, détruiront les schémas antiques et mettront finalement un terme au règne du héros auquel l'Occident est accro. Tuer le héros, le rendre simple contributeur, à sa mesure, d'une histoire le dépassant, dans un monde inédit où, pour la première fois, il évoluera victime. Un nouveau héros, dont les faits de guerre ne seront plus d'avoir triomphé sur autrui, mais sur lui-même. Un héros sage, complet. Un héros conscient de sa fin. Un héros dont le mythe ne vantera ni l'accomplissement ni le sacrifice épique, mais seulement l'humanité. Cette humanité qu'on méconnaît encore aujourd'hui beaucoup, et à laquelle on préfère celle dont on croit désormais faire partie, et qui restera le délire égotique d'une civilisation adolescente, mue aussi bien par ses peurs que son ignorance. Une humanité sans âme, qui la quête, en tout, sans seulement pouvoir la reconnaître. Une humanité à 1000 lieues de celle de l'esprit. Il reste tant à faire. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique.